L'or change de camp et le Burkina Faso réécrit les règles. Des audits dévoilent des gains, des écarts, les contrats miniers sont renégociés et l'État annonce 18 milliards de dollars de recettes sans effondrement immédiat de la production. Mais qu'est-ce que ce virage implique vraiment pour les citoyens, les investisseurs et la stabilité régionale alors qu'Ibrahim Traoré pilote cette méthode de contrôle? Une souveraineté mesurée ou une tension différée? Cette séquence ne cherche pas à célébrer un chiffre spectaculaire, ni à condamner une réforme par réflexe. Elle promet plutôt d'expliquer comment une décision apparemment technique, centrée sur l'or, peut produire des effets politiques, économiques et sociaux, qui dépassent largement le secteur minier. Pour le lecteur, l'intérêt est simple. Comprendre ce qui change concrètement derrière les annonces. L'enjeu central est celui de la crédibilité. D'un côté, l'État affirme reprendre la main grâce à des audits, à une traçabilité renforcée et à une récupération d'arriérés fiscaux présentés comme des pertes accumulées pendant des années. De l'autre, les mêmes choix ouvrent une zone d'incertitude. Cadre juridique plus mouvant, dépendance persistante à une ressource unique et réaction parfois nerveuse des marchés internationaux. Ce qui rend l'histoire décisive, c'est sa double lecture possible. Soit elle inaugure une méthode durable, reproductible dans le Sahel, soit elle révèle un pic conjoncturel fragile face aux pressions extérieures. En quelques mois, un chiffre a déstabilisé les attentes. 18 milliards de dollars de recettes issues de l'or annoncé sur une seule année. Dans le même temps, la production déclarée n'a pas chuté comme le redoutaient certains observateurs, restant stable avant d'être revendiquée en hausse l'année suivante. C'est précisément cette combinaison record financier sans effondrement immédiat qui permet de refermer la première question. Le tournant n'est pas seulement un effet de prix, il est présenté comme un changement de méthode impulsé sous Ibrahim Traoré. Pendant des décennies, le secteur aurifère burkinabé suivait une trajectoire presque mécanique. Des concessions accordées à des entreprises étrangères, un or exporté massivement et des retombées locales jugées limitées. L'État, lui, restait souvent en position secondaire, dépendant de flux extérieurs et de mécanismes fiscaux perçus comme opaques. La souveraineté existait davantage dans les discours que dans les comptes. La rupture, pourtant, n'a pas pris la forme d'une confrontation spectaculaire. Elle s'est construite par une série de décisions administratives et comptables, discrètes mais cumulatives. La nationalisation partielle de certaines mines n'a pas fermé la porte aux acteurs extérieurs. Elle a surtout redéfini les termes de la relation. Les audits systématiques ont déplacé le centre de gravité du secteur en mettant l'accent sur la vérification plutôt que sur la simple négociation. Ces audits ont mis en avant des volumes sous-déclarés et des coûts artificiellement gonflés, ouvrant la voie à une récupération d'arriérés fiscaux décrits comme le produit d'années de pertes. Dans cette logique, l'or cesse d'être un simple produit d'exportation et devient un instrument de contrôle. Certains responsables parlent même d'une arithmétique souveraine, compter d'abord ce qui existe réellement, puis discuter des partenariats. Regardons un micro-cas, dans une zone rurale, une petite exploitation soutenue par l'État est présentée comme un relais local. Elle ne rivalise pas avec l'industrie lourde, mais associe extraction, emploi et recettes fiscales plus identifiables, nourrissant l'idée d'une redistribution visible. Le personnage guide, ici, n'est pas un individu charismatique ni un entrepreneur isolé, c'est l'administration elle-même, longtemps décrite comme trop faible face aux multinationales, et qui devient soudain un acteur central. Après la nationalisation partielle, des équipes locales sont mandatées pour examiner concessions, volumes déclarés et régimes fiscaux. Leur mission n'est pas de produire davantage, mais de vérifier, comparer, corriger. Le changement initial se lit moins dans les tonnages que dans la posture. L'État s'affirme comme arbitre actif, capable de demander des comptes et d'en tirer des conséquences mesurables. Sur le terrain, un second repère apparaît dans des zones rurales où des projets miniers de plus petite échelle sont mis en avant. Ils ne sont pas présentés comme une alternative complète à l'industrie lourde, mais comme une vitrine politique et sociale. L'idée est simple, relier plus directement l'extraction à l'emploi local et rendre la recette fiscale plus identifiable. Les résultats restent modestes, mais ils produisent un effet de perception, une redistribution qui, au moins,
semble commencer à être visible. Et c'est là que l'histoire prend une dimension plus large. Parce que ce type de réforme ne se joue pas uniquement sur la capacité à collecter plus. Il se joue sur la capacité à transformer une hausse de recettes en service public et à maintenir la cohérence des règles dans un environnement déjà sous pression sécuritaire et politique. Ce point compte pour une raison simple. Sans preuve concrète, le récit perd sa force. Avant le basculement, le secteur semblait figé. Les contrats étaient établis, les flux étaient prévisibles, l'or sortait, les retombées publiques restaient limitées, et l'État apparaissait dépendant, plus spectateur que pilote. Puis vient l'activation. Sous Ibrahim Traoré, une décision politique est annoncée, une nationalisation partielle de certaines mines d'or. Le geste est présenté comme une rupture de méthode, pas comme une fermeture idéologique. Il ne s'agit pas d'expulser les partenaires étrangers, il s'agit de reprendre une part du contrôle et de renégocier ce qui est jugé déséquilibré. Le ton change immédiatement. La question n'est plus seulement combien produire, elle devient combien compter, vérifier, arbitrer et surtout rendre visible ce qui était resté opaque. L'accélération suit, des audits nationaux des concessions minières sont lancés, ils ciblent les volumes déclarés, ils interrogent les coûts d'exploitation, ils scrutent les régimes fiscaux. Les audits deviennent un projecteur sur des pratiques longtemps tolérées, parfois ignorées, parfois impossibles à documenter. Les autorités mettent en avant des sous-déclarations. Elles évoquent des coûts artificiellement gonflés, elles identifient des arriérés fiscaux, et elles construisent un récit, celui d'une correction d'années de pertes, pas d'un miracle soudain, pas d'une richesse créée ex nihilo, une richesse qui existait mais qui échappait. Puis arrive le point culminant, un chiffre utilisé comme preuve, 18 milliards de dollars de recettes d'exportation issues de l'or sur une année. Le montant est brandi comme un tournant, un signal interne pour renforcer la légitimité de la réforme, un signal externe pour répondre aux marchés et aux partenaires internationaux. Les réactions ne tardent pas. Certains analystes parlent de désinvestissement, d'autres évoquent l'incertitude juridique. Le mot revient, instabilité des règles. Dans un secteur qui exige des capitaux lourds et des horizons longs, cette incertitude peut suffire à refroidir. Mais la réplique arrive aussi. Elle est courte, elle est stratégique. Elle tient en une idée. La production ne s'est pas effondrée. Elle a présenté comme stable d'abord, puis revendiquée en hausse ensuite. Cet élément devient central, parce qu'il contredit la peur d'un choc brutal, parce qu'il permet de dire « nous changeons les règles, mais l'activité continue ». À ce stade, le récit glisse. Il ne parle plus seulement de collecte, il parle d'usage. Les fonds récupérés sont associés à des infrastructures, santé, éducation, et, dans certaines zones rurales, des projets miniers plus petits sont mis en avant comme créateurs d'emplois. Ils deviennent des symboles d'un lien plus direct entre extraction et développement local. L'ensemble forme une séquence cohérente, décisions politiques, mesures techniques, chiffres emblématiques, efforts de consolidation. Et une question suspendue, plus lourde que le chiffre lui-même, ce basculement peut-il durer sans fragiliser les équilibres existants ? La base était claire et largement partagée par les marchés. Après une nationalisation partielle, la production devait reculer et les recettes devenir instables. Le delta annoncé par les autorités burkinabées va dans l'autre sens. 3 indicateurs sont mis en avant pour étayer ce renversement et répondre directement à la question laissée en suspens à la fin de la séquence précédente. Le premier indicateur, c'est 18 milliards de dollars de recettes issus de l'or sur une année. Présenté comme un niveau inédit, ce chiffre est interprété moins comme un simple effet des cours mondiaux que comme une amélioration de la capture de valeur. L'argument officiel est méthodologique. Compter différemment révèle des écarts longtemps invisibles. Autrement dit, une partie de cette somme correspondrait à la récupération d'arriérés fiscaux accumulés sur plusieurs exercices, corrigés par les audits. Ces recettes traduisent une correction comptable plus qu'un boom soudain. Deuxième indicateur, la production physique. Le scénario redouté était un effondrement immédiat après la réécriture des règles. Or, la production déclarée est d'abord restée stable, avant qu'un delta soit annoncé l'année suivante avec 70 tonnes produites, soit plus de 120% par rapport à l'exercice précédent. Là encore, la lecture proposée est prudente.
Les autorités expliquent quant que cette hausse reflète surtout une réduction des sous-déclarations plutôt qu'une expansion brutale des capacités minières. La stabilité initiale est déjà présentée comme un succès politique. Troisième indicateur, l'allocation interne des ressources. La base correspondait à une dépendance forte à l'aide extérieure pour financer les infrastructures non publiques. Le delta mis en avant est une augmentation d'environ 15% des investissements locaux évoqués par la Banque centrale. Ce mouvement est interprété comme le signe d'une redirection partielle des revenus miniers vers l'économie nationale. Il suggère un début de transformation des circuits de dépenses. Pris séparément, ces chiffres restent discutables, ils sont récents, ils demandent consolidation. Mais ensemble, ils dessinent une trajectoire cohérente, meilleure captation de la valeur, production non pénalisée à court terme et redistribution amorcée. Sous Ibrahim Traoré, les données deviennent ainsi des instruments politiques autant que des indicateurs économiques. La question initiale peut alors être refermée partiellement. Le basculement n'est pas présenté comme un pari aveugle, mais comme une tentative de déplacer la répartition de la valeur sans interrompre les flux. Reste cependant une limite claire. Ces deltas mesurent un moment, pas encore une norme. Leur solidité dépendra de leur capacité à résister aux pressions extérieures, au cycle des prix et aux contraintes sécuritaires. C'est précisément sur ce point que les critiques se concentrent désormais. Ces chiffres annoncent-ils une trajectoire durable ou seulement une parenthèse favorable? Les critiques du modèle avancent d'abord un argument central lié à l'investissement étranger. Selon eux, la nationalisation partielle des mines et la réécriture des contrats introduisent une incertitude juridique durable dans un secteur minier qui exige des capitaux lourds et des horizons de retour longs. Cette incertitude serait suffisante pour détourner les multinationales. Certains flux d'investissement en retrait sont cités comme des signaux d'alerte, suggérant que la confiance des marchés repose avant tout sur la stabilité des règles existantes. Un second reproche vise les capacités internes de l'État. Gérer un secteur minier complexe suppose des compétences techniques, financières et juridiques élevées. Les opposants estiment que l'administration burkinabé ne disposerait pas encore pleinement de ces ressources. Ils évoquent le risque de mauvaise allocation des revenus, de politisation des décisions et de corruption accrue dans un contexte déjà marqué par des tensions sécuritaires. Reprendre le contrôle sans appareil administratif robuste pourrait, selon eux, fragiliser davantage un équilibre déjà précaire. Ces deux objections méritent d'être prises au sérieux. Elles soulignent des vulnérabilités réelles et structurantes. Mais la réponse des autorités s'appuie précisément sur les mécanismes mis en place par la réforme. Sur l'investissement, elle souligne que la récupération d'arriérés fiscaux et l'amélioration de la captation de valeur ont permis de dégager des recettes records malgré un climat d'attentisme de certains acteurs étrangers. L'argument est que la dépendance excessive à l'investissement extérieur constituait déjà une fragilité structurelle. Sur les capacités administratives, les audits sont présentés comme un apprentissage institutionnel. Ils ont permis d'identifier des pratiques de sous-déclaration, de documenter des coûts opaques et de corriger des mécanismes anciens. L'idée défendue est simple. La compétence se construit par l'exercice du contrôle, non par sa délégation permanente. Sous Ibrahim Traoré, cette phase est assumée comme une transition, avec des coûts à court terme, mais des gains potentiels de crédibilité à moyen terme. Le cœur du débat ne se situe donc pas entre idéologie et efficacité. Il oppose deux conceptions du risque économique. Accepter une transition contrôlée, imparfaite, ou maintenir un modèle jugé stable mais structurellement déséquilibré. Jusqu'ici, le débat portait surtout sur des chiffres, des audits et des contrats. Désormais, la réforme cesse d'être uniquement nationale pour devenir un signal observable au-delà des frontières. Ce glissement est discret mais stratégique. Il repose sur une idée simple. Une souveraineté économique n'est crédible que si elle peut être regardée, évaluée, puis éventuellement reproduite. Sous Ibrahim Traoré, les résultats annoncés ne sont plus présentés comme des anomalies locales, mais comme les éléments d'une méthode cohérente. La nationalisation partielle, la récupération d'arriérés fiscaux et la stabilité de la production forment un ensemble lisible.
Pris séparément, chacun pourrait être interprété comme conjoncturel. Ensemble, ils composent un message implicite adressé à la région. Dans le Sahel, où plusieurs pays partagent des structures minières comparables et des contraintes politiques similaires, l'expérience burkinabé commence à être observée comme une option politique possible, non comme un modèle clé en main, mais comme un précédent. Cette requalification modifie aussi les réactions extérieures. Les partenaires internationaux ne regardent plus seulement le Burkina Faso comme un cas isolé, mais comme un laboratoire potentiel. La question se déplace alors. Si cette méthode est regardée, peut-elle influencer les rapports de force régionaux sans provoquer de tensions accrues? C'est ce point précis qui ouvre la suite. Les effets de la réforme ne se lisent pas de la même manière selon les acteurs concernés. C'est dans cette diversité que se mesure sa portée réelle, au-delà des chiffres agrégés. Pour l'État, la conséquence immédiate est à la fois budgétaire et symbolique. Les 18 milliards de dollars de recettes annoncées sur une année sont présentés comme un tournant dans la capacité de financement public. Elles permettent de réduire certaines tensions budgétaires et de renforcer l'autorité administrative. Sous Ibrahim Traoré, l'État se met en scène comme gestionnaire actif, capable de transformer une ressource naturelle en instrument de politique publique. Cette posture renforce la légitimité interne, mais elle accroît aussi l'exposition aux attentes de résultats durables. Pour les entreprises, l'impact est plus contrasté. Les multinationales minières évoluent désormais dans un cadre plus contraignant, marqué par des audits systématiques et une renégociation des règles. Certaines y voient une source d'incertitude juridique, d'autres une clarification tardive de pratiques longtemps tolérées. En parallèle, des acteurs économiques locaux et régionaux gagnent en visibilité. Ils sont présentés comme des partenaires potentiels dans un modèle où la rentabilité s'accompagne d'exigences accrues de transparence. Ce rééquilibrage ne signifie pas la disparition du capital étranger, mais une redéfinition progressive des rapports de force économique. Pour les populations locales, notamment dans les zones rurales, les conséquences sont moins immédiates, mais potentiellement plus sensibles. Les autorités lient explicitement la récupération d'arriérés fiscaux et l'augmentation des recettes minières au financement de services publics. Santé, éducation et infrastructures sont régulièrement cités comme bénéficiaires prioritaires. Dans certaines régions, des projets miniers de plus petite échelle sont mis en avant comme créateurs d'emplois et comme vecteurs d'une dynamique locale plus visible. Ces effets restent inégaux et dépendant de la continuité des financements et de la sécurité sur le terrain. À l'échelle régionale, enfin, l'impact dépasse le cadre national. Le Burkina Faso devient un point de référence dans un Sahel en quête de modèles alternatifs de gestion des ressources. Le Mali et le Niger observent attentivement cette expérience, y voyant la possibilité d'une reprise collective du contrôle des richesses naturelles. Cette émulation nourrit à la fois l'espoir d'un renforcement régional et la crainte de tensions accrues avec certains partenaires internationaux. La question suspendue à ce stade était claire. Ces effets différenciés peuvent-ils s'amplifier sans créer de nouveaux déséquilibres économiques et géopolitiques? En Sakit, à l'horizon des 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires sédano-plausibles se dessinent. Elles ne cherchent pas à prédire l'avenir, mais à cadrer les choix et les risques à partir des dynamiques déjà observables. Dans un scénario de base, la situation actuelle se stabilise. Les réformes engagées se poursuivent sans accélération majeure ni recul visible. Les recettes issues de l'or demeurent élevées sans atteindre de nouveaux records, tandis que la production se maintient à un niveau proche de celui annoncé. Les audits deviennent routiniers. La renégociation des contrats s'institutionnalise et les relations avec les investisseurs étrangers restent prudentes mais fonctionnelles. Dans ce cadre, l'État consolide ses acquis sans transformer en profondeur la structure économique. La souveraineté s'installe comme un nouvel équilibre, ni triomphal, ni déstabilisant. Un scénario plus optimiste suppose une extension maîtrisée de la réforme. Si la crédibilité des chiffres se renforce et si la production continue de progresser, les revenus miniers pourraient alimenter plus largement les investissements publics. Les infrastructures, notamment dans la santé et l'éducation, deviendraient des vitrines visibles de la redistribution.
Les partenariats se diversifieraient, avec un poids accru des acteurs régionaux et locaux. Sous Ibrahim Traoré, la souveraineté économique cesserait alors d'être perçue comme un facteur de risque pour devenir un argument d'attractivité, à condition que les résultats restent mesurables et traçables. Le scénario pessimiste repose sur une montée des tensions. Des pressions géopolitiques, des sanctions financières ou un durcissement des relations avec certains partenaires pourraient freiner les flux d'investissement et compliquer les opérations minières. Dans ce contexte, la production serait affectée, les recettes deviendraient plus volatiles et la réforme serait accusée d'avoir accru la vulnérabilité économique. Une tentation de réajustement rapide, voire de compromis défensif, pourrait alors émerger. La recommandation centrale est intellectuelle avant d'être technique. Penser en conditions plutôt qu'en certitude permet d'évaluer ces trajectoires sans les figer. La question reste ouverte. Quelles variables l'État peut-il réellement maîtriser pour orienter l'issue la plus soutenable ? À ce stade, la réforme cesse d'être abstraite et commence à toucher des cercles sociaux précis, chacun avec des attentes différentes et des marges de manœuvre inégales. Un premier groupe concerne les travailleurs des zones rurales liées à l'exploitation minière. Pour eux, l'enjeu principal est l'emploi et la stabilité des revenus. Les projets de plus petite échelle soutenus par l'État sont présentés comme des opportunités nouvelles, là où les grandes exploitations industrielles laissaient peu de retombées visibles. Si ces initiatives se maintiennent, elles peuvent offrir des perspectives locales, mais leur fragilité reste réelle, dépendante de la sécurité et de la continuité des financements. Un second groupe regroupe les entrepreneurs, cadres et agents du secteur public. Pour eux, la réforme est d'abord une question de règles. La multiplication des audits et la clarification des cadres fiscaux modifient des habitudes anciennes. Certains y perçoivent une contrainte supplémentaire, d'autres une amélioration de la lisibilité économique. Dans cette optique, la crédibilité de l'État devient déterminante. Si les règles sont appliquées de manière cohérente et prévisible, la confiance peut progressivement remplacer la méfiance, condition essentielle pour des décisions d'investissement à moyen terme. Un troisième groupe, plus large, concerne les citoyens urbains et les jeunes. L'impact est ici largement symbolique. Le discours sur la récupération des ressources nourrit une attente de justice économique et de redistribution. L'or devient un marqueur de dignité nationale. Mais cette dimension symbolique appelle des preuves concrètes. Sans amélioration perceptible des services publics, le récit risque de perdre sa force mobilisatrice. À l'échelle individuelle, l'espace d'action reste limité mais réel. S'informer, suivre l'usage des recettes publiques, soutenir des initiatives locales, des gestes modestes mais cumulables. Pour que la réforme dépasse l'impulsion initiale, une séquence opérationnelle claire est mise en avant. Elle repose sur des responsabilités identifiées et sur des indicateurs mesurables plutôt que sur des annonces générales. Sous Ibrahim Traoré, cette feuille de route est présentée comme la condition de la crédibilité future. D'abord, il faut consolider durablement le contrôle. Les audits miniers doivent devenir réguliers, prévisibles, avec des équipes dédiées et des calendriers publics. L'objectif n'est pas l'effet de surprise, mais la routine. Éviter le retour des sous-déclarations, inscrire la transparence dans la normalité administrative. Ensuite, il faut flécher l'allocation des revenus. Les recettes issues de l'or sont censées être dirigées vers des postes précis, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures. Cette orientation suppose des mécanismes budgétaires lisibles permettant de suivre le chemin entre la recette minière et le projet financé. Le critère de réussite ne se limite plus au montant collecté, mais à la traçabilité entre ressources et résultats invisibles. Puis, il faut renforcer les capacités internes. La gestion d'un secteur minier complexe exige des compétences techniques, juridiques et financières solides. La réforme prévoit donc la formation continue des agents publics et la stabilisation des équipes. Ici, le succès se mesure dans la durée par la continuité et la montée progressive en expertise locale. Enfin, il faut élargir les partenariats sans perdre le contrôle. Il s'agit de diversifier les alliances en donnant plus de place aux acteurs locaux et régionaux
tout en maintenant des exigences élevées de transparence, réduire la dépendance à quelques multinationales sans fermer le jeu. C'est sur cette cohérence d'exécution que se referme la question ouverte plus haut. La trajectoire dépend moins des annonces que de la capacité à tenir ces étapes dans le temps. Le récit peut alors revenir au même lieu qu'au début. Les concessions auditées, les chiffres recomptés, ces sites miniers, longtemps perçus comme lointains et abstraits, deviennent des repères concrets d'un changement de posture. Ils incarnent la promesse initiale, transformer une ressource invisible en fondation politique tangible. Sous Ibrahim Traoré, cette transformation n'est pas racontée comme une victoire définitive, mais comme un déplacement durable du regard. L'or n'est plus seulement évalué à l'export, il est intégré dans une logique de responsabilité publique où chaque écart mesuré devient un test de crédibilité. Les audits, répétés et institutionnalisés, ne servent plus seulement à corriger le passé, mais à baliser l'avenir. Ils installent une idée simple. La souveraineté ne se proclame pas, elle se vérifie. Ce retour au motif initial éclaire aussi la tension centrale du récit. D'un côté, l'espoir d'un État capable de reprendre la main sur son destin économique. De l'autre, la conscience que cette reprise reste fragile, exposée aux pressions extérieures et aux limites internes. C'est dans cet équilibre instable que se joue la suite. Une idée revient, simple et insistante. La souveraineté se construit par la répétition. La trajectoire esquissée ici n'appelle ni adhésion immédiate, ni rejet réflexe. Elle invite plutôt à une attention soutenue. Observez comment une ressource stratégique est redéfinie. Examinez comment des règles sont appliquées et mesurez à quelles conditions ces règles produisent des effets durables. Le cas burkinabé dépasse le seul secteur minier. Il interroge la manière dont une société évalue la légitimité de ses choix économiques et la patience qu'elle accorde aux transformations structurelles. Les chiffres peuvent convaincre un temps, les récits peuvent mobiliser, mais seuls des résultats répétés et visibles ancrent la confiance. Transparence réelle, usage traçable des recettes, amélioration perceptible des services publics. Ce sont ces signaux concrets qui permettront de juger la cohérence du modèle dans la durée. La réforme ne s'impose pas comme un dogme, elle ouvre un débat. À chacun d'observer, de questionner et de confronter les promesses aux faits. Sous Ibrahim Traoré, l'or devient un test plus qu'un trophée. La question reste donc ouverte et elle vous concerne aussi. Ce type de souveraineté économique peut-il s'inscrire dans le temps sans perdre sa cohérence face aux pressions économiques et géopolitiques ?